Bienvenue dans le premier épisode de votre nouvelle émission Merci Papa. Une série documentaire consacrée au papa, mais aussi aux mamans. La famille a un rôle majeur tout au long de la vie d'un être humain. Après des années d'efforts et de patience, comment rendre hommage à nos parents de la façon dont ils le mériteraient? Parler de ses parents, c'est dévoiler son intimité. Et l'exercice n'est pas simple. J'ai donc décidé de me prêter au jeu en commençant par ma propre famille. Et c'est pour cette raison que j'ai pris la route de l'Est pour aller visiter mon papa et le questionner au sujet de mon grand-père. Il ne me disait pas. Jamais il me l'aurait dit. Jamais il me disait mon fils tu pars pas ou quelque chose comme ça. En fait, il l'exprimait par des gestes, mais jamais par la parole. Pendant ce temps, au sud de Paris, nous avons visité une autre famille. Amine, 28 ans, et papa de 2 enfants, s'est également prêté au jeu en partageant avec nous quelques souvenirs familiaux, ce qu'il retient des enseignements de ses parents et ce qu'il compte transmettre à ses enfants. Peut-être qu'on manque de signes de reconnaissance. Donc alors face à la caméra, c'est un peu facile de dire voilà, mes parents, je vous aime. À travers ces interviews croisées de 2 portraits séparés de plusieurs dizaines d'années, nous allons essayer de rendre hommage aux parents. Mon père est arrivé en France il y a maintenant une bonne quarantaine d'années. Il habitait à Casablanca au Maroc, originaire du sud du Maroc. Mon grand-père, qu'Allah lui fasse miséricorde, était commerçant, donc assez nomade. Il se déplaçait au gré des affaires de mon grand-père. Et puis arrivé à un certain âge, donc il a fallu prendre son envol. Pas de formation, donc difficile de trouver du travail là-bas. Mais voilà, la situation était telle qu'on embauchait allègrement en Europe à l'époque. Et puis donc voilà, il a tenté l'aventure. Étant donné que mes parents ils sont venus principalement pour des raisons économiques, donc projet de venir pendant quelques années, de serrer la ceinture, de travailler, de mettre de l'argent de côté et puis de repartir. Mon père, il est né en 1918. Il était orphelin très tôt. Vers l'âge de 6-7 ans, il était orphelin de père et de mère. Et après, il s'est retrouvé un peu à la rue, où il a fait divers métiers en Algérie, enfin divers travaux, on va dire. Il était dans le 7e tirailleur algérien. Les Allemands, à l'époque, avaient miné pas mal d'endroits en Tunisie. Et mon père, il a sauté sur une mine. Il a pu s'en sortir. Et après, il est remonté jusqu'en Allemagne. Et là, il est resté, je crois, encore pour 2 ans en Allemagne. Et ensuite, il a été démobilisé et rapatrié en Algérie en 1947. Et après, il a pu s'engager pour venir travailler en France en 1948. Nous visitons l'un des monuments du travail sidérurgique de l'époque. Ici, des milliers de personnes venues de tout pays ont travaillé durant des années. Aujourd'hui, il n'y demeure que quelques vestiges et de nombreux souvenirs. Les souvenirs d'un travail pénible, les souvenirs de sa famille laissée au pays, les restes d'un rêve de retour qui ne se fera jamais. Mais comment tout cela a-t-il commencé ? Il y avait des bureaux de recrutement, ils appelaient la main-d'œuvre, enfin des gens localement, et surtout on regardait leur état physique qui était le plus important. On ne demandait surtout pas une main-d'œuvre ni intellectuelle, ni très très bien informée. On demandait surtout des gens pour travailler, exécuter les tâches comme une machine. Du coup, ils se sont dit, bon, on fait pas de vagues, on vient 3-4 ans, on fait ce qu'on a à faire. Mon père bossait 7 jours sur 7 pour essayer de mettre un maximum d'argent de côté, la colocation, le truc, pour vraiment limiter au maximum les dépenses ici. Les loisirs extrêmement limités, etc. Puis madame est arrivée, il y a eu le premier enfant, puis etc. etc. Et voilà, on en est arrivé aujourd'hui à ce que les projets là-bas, finalement, ils se sont bien ancrés ici. Et il a apporté avec lui donc, une partie de cette misère qu'il a toujours conservée jusqu'à la fin, parce qu'il avait toujours, il se rappelait toujours de ce qui se passait à l'époque, donc les gens qui mouraient de faim, la famine en Algérie, etc. Et donc vouloir toujours s'en sortir. Bien sûr, ils sont venus avec aussi des valeurs qu'ils n'ont pas laissées à la douane. Peut-être ce qu'ils ont laissé, c'est, on va dire, tout ce qui concerne les manifestations extérieures de ces valeurs-là, de ces principes-là, et notamment religieux. Dans un profond respect de leurs croyances et de leurs traditions, elle en a fait des hommes heureux. Aussi bien est-ce dans une grande joie à laquelle les chefs ont tenu à s'associer, qu'ici, comme dans de nombreuses autres formations analogues, on fête dûment et copieusement le ramadan. Il était
collé au poste de radio et il essayait d'écouter l'Algérie pour savoir quand est-ce qu'a commencé le ramadan et quand est-ce qu'il finissait. Sinon, il n'y avait pas d'autre moyen, très difficilement de le savoir, quoi. On savait la période où ça allait commencer. Et donc là, après, c'était une recherche avec les amis, le poste de radio. Partant de là, il y a eu grosso modo deux écoles. Certains qui se sont dit, bon, de toute façon, on est là de manière passagère, et puis en plus, on n'est pas trop chez nous, etc. Donc, bon, on va s'en accommoder. Donc, ça voulait dire, chacun prie chez soi. Les fêtes de l'Aïd, par exemple, chacun fait son truc chez soi, en catimini, etc. Et puis, il y a l'école aussi de ceux qui se sont dit, non, qu'on soit là temporairement ou qu'on soit là pour plus longtemps, on est quand même des citoyens, on a quand même des droits, et puis on peut aussi tout simplement s'organiser. Donc s'organiser pour les lieux de culte, pour le halal, etc. En fait, la plupart du temps, pour ce qui concernait la viande, on passait à l'abattage rituel, c'est-à-dire que nos parents, il y avait beaucoup de paysans à l'époque, donc nos parents allaient acheter des poules. Je me rappelle, il y avait des vendeurs de poules vivantes, lapins, tout ce qui était volaille. Et après, pour tout ce qui était agneaux, brebis, moutons, on allait directement à la ferme et on achetait sur place. Pour la plupart de la première génération, en tout cas c'était le cas de mes parents, voilà, tout était en catimini. Donc pas de manifestation extérieure, ce qui veut dire aussi pas de pratique collective. Donc voilà, moi j'ai grandi dans un environnement où je ne connaissais pas forcément entre guillemets oui, justement le contexte, l'environnement de la mosquée. C'était pas quelque chose avec lequel j'ai grandi. Pourtant j'ai grandi avec le socle commun religieux, avec les bases minimum de la religion. On avait aussi beaucoup de questions, forcément, puisque quand on est jeune, on est confronté à l'école. Voilà, je suis à la table des sans-ports. Donc, dès qu'on arrive en CP, tout de suite, je suis sans porc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sans porc? C'est une étiquette. Donc, on commence à nous poser des questions. On a 5 ans, 6 ans, on est en CP. On nous demande pourquoi on ne mange pas de porc. Il faut s'expliquer. C'était une transmission de culture et non pas une transmission de croyance. C'était on doit faire ça, on doit faire comme ci, on doit faire comme ça, sans qu'il y ait forcément beaucoup d'explications derrière. Donc ça, c'était très gênant, parce qu'à l'époque, on voulait toujours savoir pourquoi, le comment, etc. Et là, c'est le droit... le droit de dire tu fais comme ça et puis c'est tout. Il n'y a pas d'explication puisqu'il n'a pas d'explication. Il fallait en plus transmettre aux enfants, que les enfants parlaient que le français, parce qu'à l'époque, bien sûr, on apprenait que le français à l'école. Donc il y avait un problème de langage aussi entre les parents et les enfants, qu'on trouve beaucoup moins aujourd'hui. Il y avait beaucoup de communication, mais par contre c'était que dans un sens. Tous les soirs, on rentrait de l'école. Le dîner, c'était un moment important de la journée. C'était vraiment une institution où tout le monde devait être là, assis autour de la table, où il n'y avait pas de télé allumée, et c'était un moment d'échange. Mais c'est vrai qu'après coup, je me rends compte qu'en fait, c'était que nous qui parlions. C'est-à-dire que nos parents nous aidaient par rapport à ce qu'on vivait, ce qu'on racontait. Ah tiens, c'est intéressant. Et là, pourquoi? Est-ce que toi, la grande sœur, t'as pas quelque chose à lui dire par rapport à ça? Est-ce que t'as pas déjà eu une situation comme ça? Donc c'était vraiment, je trouve que par rapport au niveau, entre guillemets, soi-disant scolaire, puisqu'on souvent rattache tout à ça, mais c'est finalement l'école de la vie, visiblement, apporte beaucoup plus. Je me dis que c'était quand même assez évolué, que nos parents fassent ça, c'était quand même très fort. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas le retour. C'est-à-dire que eux, quelles que soient les épreuves par lesquelles ils passaient, c'était... On n'a pas envie de transmettre à l'âge de 20 ou 30 ans, c'est plus quand on arrive vers 40, 50, 60 ans que là on a envie de transmettre les choses à ses enfants. Avant, non, avant on a plus, comme j'ai toujours la tête dans le guidon, on pense plus à le travail, l'argent, les moyens matériels, ce qui manque, ce qui ne va pas, la nourriture, etc. Plutôt que de parler avec ses enfants, mais je pense qu'il a choisi des moments particuliers. En fait, ce n'était pas une discussion, c'était une transmission, puisque moi, je ne pouvais pas lui raconter son histoire, c'était lui qui me l'a raconté. Et puis, c'était des moments où, dans le transport, quand on transportait dans le train, je m'en souviens qu'il m'avait parlé. Quand on prenait des fois l'avion, il m'en parlait, comme ça, pour casser le temps. Et des choses qui lui faisaient rappeler, ou des mots qu'il entendait, qui lui faisaient penser à une histoire qu'il avait vécue, donc il me l'a raconté. Nous, ce qu'on a vécu, mon père n'était pas très bavard. Il parlait avec les yeux principalement, donc on comprenait tout de suite les messages et de manière assez extraordinaire. C'est dans le sourire, c'est dans les yeux
Et non pas forcément dans les paroles que je veux voir si il est content ou pas content. Et jusqu'aujourd'hui encore d'ailleurs, que ce soit pour la santé ou autre, voilà, tout va bien. Ça va? Oui, tout va bien. Alhamdulillah. Et puis jusqu'au jour où il faut en urgence aller à l'hôpital, alors que c'est des choses qui traînent depuis des années, mais parce que tout va bien. Voilà, mais qui peut le plus, peut le moins. Dès lors qu'on sait encaisser, qu'on sait endurer, qu'on sait patienter, on sait aussi prendre du recul par rapport aux situations de la vie, et quand c'est nécessaire, finalement, voilà, agir là où peut-être nos parents, eux, n'agissaient pas. Peut-être c'est ce qui fait aussi qu'on a parfois un côté un peu revendicatif sur certains points. Et d'ailleurs, c'est arrivé assez tôt, en ce qui me concerne. Personnellement, c'est arrivé assez tôt. J'ai eu la chance d'avoir une scolarité, par la grâce d'Allah, assez facile. Mais par contre, j'ai toujours eu des problèmes de friction avec les professeurs. On ne pouvait pas suivre en cours, parce que des fois, des cours à l'école, c'était un peu difficile. Bon, d'une part, mon père était illettré, ma mère pareil. Donc, impossible de lire des résultats, impossible de nous aider au niveau scolaire. Quand on est gamin, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, je me souviens d'une fois, ma mère, je lui ramenais mes désastreux résultats scolaires. Et puis, elle regarde les notes, et puis elle avait, la pauvre, 2 zéros en face d'elle. Elle me dit, c'est combien ça? Ben, je dis, ça c'est 20 et ça c'est 20. Ah, elle me dit, ben, c'est bien, mon fils il travaille bien. Je dis, ah oui, je travaille bien. Et puis elle a signé comme elle pouvait à l'époque. Mais je crois que jusqu'à aujourd'hui, je regrette son mensonge et puis je suis triste pour moi-même, pas tellement pour ma mère, parce que la pauvre, elle y est pour rien, mais le fait de m'être joué un peu de ma mère à cette époque-là, je devais avoir 12-13 ans, jusqu'à aujourd'hui, je m'en souviens, je m'en rappelle, c'est pas quelque chose d'agréable. Le problème qu'il y avait avec les mauvaises notes, c'est si on ne savait pas, et je pense que c'est encore aujourd'hui, hein, mais c'était pas la punition, tu n'iras pas jouer à la PlayStation, vu qu'on n'en avait pas, même aujourd'hui, j'en ai toujours pas, mais c'était souvent des coups, et les coups, si on pouvait s'en passer, on s'en passait, quoi. Moi, typiquement, mon père, j'ai le souvenir d'avoir eu droit à la fessée peut-être une fois ou deux dans ma vie, et pourtant, voilà, comme on enseigne aux enfants et puis par la suite à l'adolescent, et la crainte révérentielle vis-à-vis du Créateur, subhanahu wa ta'ala, j'ai l'impression que nous on avait un petit peu ça vis-à-vis de notre père quand on était tout petit. En même temps, bon, c'est délicat quand on est tout jeune de comprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala, comment on doit se forger notre relation avec lui, etc. Et donc au final, c'était avec le papa. Tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on disait, tout ce qu'on vivait, il y avait toujours un petit rappel dans la tête qui disait attention, si papa te voyait, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il penserait? Est-ce qu'il serait fier de toi? Est-ce qu'il serait mécontent? Est-ce que... Voilà, c'était systématique. Mon père, je sais que quand je devais partir travailler en déplacement, il était toujours triste. Il n'aimait pas, en fait, que je parte de la maison longtemps. Et il ne me disait pas. Jamais il me l'aurait dit. Jamais il me disait, mon fils, tu pars pas, ou quelque chose comme ça. En fait, il l'exprimait par des gestes, mais jamais par la parole. Et j'ai pris mes chaussures de sécurité que j'avais eues à l'usine. Je les trouve, elles étaient cirées, nettoyées, cirées. Les lacets avaient été changés. Ils étaient devant la porte, enfin là où on mettait toutes ces chaussures. Elles étaient là, elles m'attendaient. Voilà, c'était sa manière à lui de me dire bon courage, mon fils. Voilà, je veux que tu réussisses là où tu vas aller, fais attention à toi, etc. etc. Mais en tant qu'homme, cette pudeur à ce moment-là, qui faisait qu'il n'allait pas me prendre dans les bras en me disant on ne veut pas que tu partes, c'est mon fils, c'est mon gamin. Non, non. C'était des gestes comme ça qui faisaient qu'on se sentait aimé, hein, tout simplement. Parfois, les gestes et les silences de nos parents ont plus de poids que les mots. La journée d'école arrive à son terme. Il est temps d'aller récupérer les enfants à l'école. En devenant à notre tour parents, notre vision du monde change radicalement, tout comme la relation avec nos propres parents. Comment jouerons-nous ce rôle? Et quels parents serons-nous? Quel est ce mystérieux secret pour que cette nouvelle génération devienne la joie des yeux et du cœur? Pour moi, grosso modo, le schéma il était assez simple. Le papa donne le cadre, et ensuite dans le cadre, c'est la maman qui gère. Voilà, pour nous, c'était vraiment ça. C'est la référente, on va dire notre interlocutrice
Pour les affaires du quotidien, c'était maman. Et puis papa, il pose le cadre. Même en son absence, ce qu'elle dit de lui, ce qu'elle laisse transparaître de sa relation avec lui, le respect, etc. Et puis quand il est là, tout de suite, l'application, c'est vrai que je pense que ça joue beaucoup. Du coup, bah, forcément, nous, on est de manière beaucoup plus immédiate au quotidien avec la maman. Et donc forcément, on s'imprègne aussi de ce comportement qu'a la maman avec le papa. On ne vaut pas non plus nos papas, donc voilà. C'est un jeu d'équipe, un jeu collectif. On dirait que quand on y réfléchit, on dirait qu'il n'y avait même pas de stratégie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Comme nous, aujourd'hui, on essaye de mettre en place des plans. Voilà, toi, tu vas faire ça, toi, tu dis ça. Ensuite, moi, je viens derrière et puis je dis ça. On met en place tout un tas de stratégies, on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Et eux, on dirait que voilà, c'est comme si c'était ficelé vraiment au millimètre près. Ils parlaient pas beaucoup, ils frappaient pas, donc je me dis mince, qu'est-ce qu'ils faisaient en fait? Donc des fois je me dis, il faudrait peut-être que je fasse rien, mais ouais, je crois que ça marche pas non plus. Et du coup, bah voilà, c'est très compliqué. C'est vraiment un questionnement quotidien. Et même encore aujourd'hui, quand je vais m'asseoir avec lui, et je lui dis, je lui pose la question, comment on fait en fait? Mais lui-même, il sait pas mettre des mots en fait là-dessus. Avoir un enfant ou avoir des enfants, on peut comprendre les choses que nos parents nous ont dit qu'une fois qu'on a les enfants. Avant, on peut pas puisqu'on n'a pas d'enfants. Et ainsi de suite. Donc, il disait toujours, tu comprendras quand la situation t'arrivera. Mais maintenant, tu vas rien comprendre. C'est tout à fait normal en fait, c'est logique. Et en fait, voilà, nous, ce que nous a appris mon père, c'est... je dis beaucoup mon père parce que, en fait, c'est ma mère qui faisait le boulot au quotidien. Mais voilà, les deux étaient connectés et comme mon père parlait peu, du coup, le peu de choses qu'il nous a dites, ça, c'était marquant. Ils ont été des exemples pour nous, donc moi, c'est toujours ce que j'ai vu de mon père, c'est-à-dire et de ma mère. Toujours droit dans ses bottes, honnête, digne de confiance. Ça, c'était, voilà, il mettait vraiment un point d'honneur à ce que voilà, tu dois être quelqu'un de digne de confiance. On doit pouvoir dire que un tel, je peux lui faire confiance. Et ça, c'est quelque chose qui a une valeur inestimable. Moi, je me rappelle toujours, mon père, il me disait toujours, ne pas mentir, ne pas voler. Voilà, pour lui, c'était, au-delà du reste, bien sûr, hein, c'était des choses très dures pour lui. Enfin, pas dures dans le sens, mais tout omniprésente chez lui. Peut-être qu'on manque de signes de reconnaissance. Donc, alors, face à la caméra, c'est un peu facile de dire, voilà, mes parents, je vous aime. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Qu'Allah leur fasse miséricorde comme ils nous ont donné une bonne éducation quand on était enfant, jeune et puis encore jusqu'aujourd'hui, puisqu'ils continuent à nous éduquer aujourd'hui. Mais bon, quand on est devant eux, on fait moins les malins. Surtout les Maghrébins, on n'est pas forcément éduqués dans la manifestation de l'affection, etc. Donc voilà, moi je pense ne jamais avoir dit, en tout cas depuis que je suis conscient de ce que je dis, avoir dit à mon père que je l'aime directement. Ma mère, ça a pris du temps. Je crois que j'avais tout juste 18 ans. J'assistais à un cours de religion, donc des cours que je prenais à la mosquée. Et donc on a commencé à noter les devoirs, donc voilà, apprendre telle sourate, ci, ça. Et puis à un moment, il est arrivé au cours de religion, donc concernant ce fameux hadith, et il nous dit... bah là, pour cette partie-là du cours, les devoirs, ce sera de rentrer chez vous, d'aller voir votre maman, de la prendre dans vos bras et de l'embrasser sur le front. Et pour ceux qui voudront essayer d'avoir les points bonus, de lui dire « Maman, je t'aime ». Alors là, c'était... tout le monde s'est mis à rigoler, etc. On a pris la chose pas forcément très au sérieux. Mais en fait, il était très sérieux. Il a insisté, il nous a dit, mais je vous parle très sérieusement, rentrez chez vous et faites ça. Et on verra. Vous croyez que c'est un exercice facile, mais essayez et puis on verra. Et effectivement, en rentrant à la maison, ça n'a pas loupé. Et je me suis dit, bon voilà, c'est comme une lettre à la poste, pas de souci, c'est dans la poche. Et puis arrivé devant la porte, le cœur, le rythme cardiaque qui commence à s'accélérer, la tension qui commence à monter, le trac. Et puis je me suis dit allez, je me lance. Je suis arrivé à la maison, je me retrouve face à ma mère. Salam alaikum mon fils, ça va?
Ouais, ça va. Et puis voilà. Et j'ai pas réussi. Et j'ai vraiment pas réussi. Donc je suis parti. Je suis allé dans ma chambre et puis le trou noir, je me dis mais comment c'est possible? J'arrive pas à prendre ma mère dans mes bras de moi-même. C'est-à-dire que voilà, si je suis assis, elle va m'attraper, elle va me faire un bisou, d'accord. Mais de moi-même, y aller, prendre l'initiative, de la prendre dans mes bras, de lui faire un bisou sur le front ou sur les yeux et de lui dire maman je t'aime, j'arrive pas. Et pourtant c'est ma mère, on m'enlève ma mère, on m'arrache le cœur. Mais voilà, le dire, le manifester, c'est dur. Veille sur tes parents, profite d'eux, profite avant qu'il arrive le moment où tu ne pourras plus en profiter. Malheureusement, je n'en ai pas assez profité, j'ai pas assez profité de mon père, dernièrement, et j'aurais voulu en profiter beaucoup plus que j'en ai profité. Que je les aime et que je les oublierai jamais. Ce voyage m'a permis d'en découvrir davantage sur l'histoire de mon grand-père, mais aussi sur celle de mon père. Et j'espère sincèrement pouvoir être pour mon fils, ne serait-ce que la cheville de ce qu'ils ont été pour moi. Plutôt que de conclure notre épisode sur un cliché, nous avons choisi de vous proposer une action. Nous allons vous demander de prendre votre téléphone et de composer le numéro soit de votre papa, de votre maman ou d'un proche que vous aimez et faites-lui comprendre à quel point il ou elle compte pour vous. Ou si vous préférez, dites-lui simplement une parole gentille. Allô? Allô? Si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à le partager à un proche, un ami, une connaissance, un inconnu, bref, à qui vous voulez, mais partagez-le. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.